Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence sur les écoles, enjeux énergétiques et environnementaux, comment on passe le cap. C'est le sujet dont nous allons parler ensemble pendant ces 45 minutes. À travers ce sujet et les différents acteurs qui sont rassemblés autour de nous, on veut aborder la question du thème « Comment on passe le cap ?» Comment on franchit le cap. Alors, on va commencer par une question. Ce n'est pas parce qu'on fait un sujet sur les écoles qu'on va vous soumettre une interrogation, mais que signifie franchir un cap ou passer un cap? En fait, cette expression vient du monde de la marine, avec les difficultés lorsqu'elle était à voile, de devoir contourner des bras de terre dans la mer qui généraient des récifs, des courants et qui pouvaient provoquer des situations complexes et difficiles. Il fallait donc, pour franchir le cap, travailler à bord du navire avec beaucoup d'énergie, avec aussi la capacité à surmonter les obstacles et à envisager de franchir le cap vers des horizons nouveaux et des mers plus calmes. Si on a choisi ce thème, comment on passe le cap, c'est justement parce que pour les écoles, aujourd'hui, il y a véritablement un cap à franchir. Il y a une vision stratégique globale à envisager et on aura l'occasion d'expliquer pourquoi et surtout de donner des perspectives ou de voir comment éventuellement on peut envisager de structurer cette action. Donc par rapport à cette conférence, j'aurai à mes côtés Lila, Samy, Franck et Bénédicte. Et pour démarrer, on va leur donner quelques instants l'occasion à chacun de se présenter pour expliquer qui ils sont et leurs fonctions dans leurs différentes structures. Donc Lila, si tu veux bien te présenter. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette conférence et cette opportunité de parler à nouveau de l'école et de l'enjeu de l'école qui nous anime tous et qui est au cœur de notre engagement, il me semble, à tout ce collectif ici présent. Alors Lila Fergani, je suis responsable des partenariats et du développement du programme et du Rénov', donc un programme porté par la Banque des Territoires et ses partenaires. Donc au premier plan, il y a évidemment le cercle Promodule avec lesquels nous travaillons et qui sont associés dans ce programme. Et donc j'aurai à cœur de vous développer un peu plus un point qui est saillant pour les collectivités, qui est le financement de cette rénovation énergétique, de la transition énergétique et évidemment de comment s'adapter et comment adapter le bâtiment à l'ère de très fortes perturbations et modifications écologiques. Merci beaucoup Lila. Franck. Bonjour à toutes et à tous, donc Franck Lenuellec, directeur marketing, développement et innovation stratégique pour le 3CA BTP. Le 3CA BTP a pour vocation d'anticiper les usages, les grandes tendances et les grandes mutations qui vont impacter la filière, que ce soit technologique, sociétale ou environnementale. Et donc moi aujourd'hui, je vais apporter ma pierre à l'édifice sur le sujet de l'anticipation des besoins en compétences, l'adaptation des organismes de formation. Aujourd'hui, ils sont près de 1300 à former au métier du BTP pour faire en sorte que l'on puisse respecter les engagements de la stratégie nationale bas carbone. Merci beaucoup Franck. Bénédicte. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement pour l'organisation de cette table ronde. Bénédicte Roux, je suis déléguée générale de la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat, qui sont des agences créées par les collectivités locales pour les accompagner en ingénierie sur le territoire, car effectivement, pour passer le cap, il faut une stratégie nationale, mais on verra, je pense, largement dans nos discours, tout se fait par le terrain. Et de fait, je pense que le moment dans lequel on est, et je salue en ça vraiment l'une des réussites les plus fortes d'EduRénov', c'est d'avoir réussi à mettre ce sujet à l'agenda, d'avoir réussi à rassembler tout un écosystème de partenaires, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine scolaire qui ont envie de faire avancer les choses, mais arriver à les faire dialoguer ensemble, arriver à les faire avancer ensemble était un vrai défi, et vraiment en ça, je salue le programme EduRénov'. Merci Bénédicte. Samy. Oui, bonjour à tous et je vous remercie également de votre invitation. Donc moi je suis coordinateur régional au sein du programme ACTE pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Je m'occupe notamment de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Île-de-France et des départements d'outre-mer. Et je suis également chargé de mission territoire ultramarin au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, une association qui date de 1934. Et vous le verrez, on œuvre au sein du programme ACTE depuis 2019 à l'accompagnement des collectivités territoriales sur les enjeux d'efficacité énergétique.
Merci beaucoup pour ces présentations. Et donc, Jean-Luc Buchou, je suis le délégué général du Cercle Promodule, INEF4. Cercle Promodule est donc une fondation travaillant dans l'intérêt général pour aider à la réussite des transitions énergétiques et environnementales de l'ensemble du secteur et de la filière. Et à ce sujet, comme l'a évoqué Lila précédemment, nous sommes partenaires aux côtés de la Banque des Territoires, du programme EduRénov et de l'idée d'aider à réussir les transitions aussi des écoles. Si on revient un tout petit peu plus maintenant sur le déroulé, on va avoir deux parties. Donc je ne serai pas le seul à animer cette table ronde. La première partie, je l'animerai sur la logique de l'accompagnement des collectivités avec un focus en particulier sur les communes par rapport aux écoles. Et la deuxième partie sera animée par Lila on va faire un focus sur le confort d'été, alors qu'on oublie peut-être un petit peu souvent lorsqu'on engage une rénovation énergétique. Donc on vous exposera aussi un guide à cette occasion qu'on a travaillé. Très bien, merci beaucoup. Du coup, quand on parle des écoles, c'est intéressant de recontextualiser ce que sont les écoles. Donc on a mis quelques chiffres ici. Les écoles, c'est 10 millions d'élèves. C'est 1 million de membres de personnel éducatif, c'est 60 000 établissements scolaires sur tout le territoire, c'est 130 millions de mètres carrés. Et globalement, les bâtiments scolaires représentent à peu près 30% de la dépense des consommations énergétiques au niveau d'une collectivité. Quand on parle des bâtiments scolaires, on peut imaginer un tout petit peu l'historique de leur construction. Et on a des bâtiments scolaires qui datent du 19e siècle, d'autres du début du 20e, d'autres de l'entre-deux-guerres, d'autres de la période de construction de l'après-guerre, et puis on a des bâtiments encore plus récents. Donc lorsqu'on parle des bâtiments scolaires, on note en fait une très forte hétérogénéité. D'abord, elle est architecturale, elle est aussi socio-économique en fonction des communes dans lesquelles se trouvent ces écoles. Et également, ce qui est assez intéressant, c'est que de nombreux rapports ont montré que sur la question de la thermique, globalement, les écoles présentaient une certaine faiblesse qu'on peut résumer en quelques mots. C'est-à-dire, par exemple, on a longtemps considéré comme secondaire dans les écoles les enjeux de consommation énergétique. Du coup, on constate aussi que dans ces écoles, pour ces raisons, il y a de nombreuses causes. Par exemple, des isolations défaillantes, des systèmes d'ouverture de fenêtres inexistants ou parfois limités pour des questions de sécurité. Il y a des ventilations qui ne sont pas satisfaisantes, des façades vitrées, beaucoup de façades vitrées pour faire entrer de la lumière, beaucoup de façades vitrées qui sont aussi exposées au rayonnement solaire, mais pas suffisamment protégées ou pas avec des protections solaires adaptées. C'est très souvent le cas. Plus des locaux qui peuvent être aménagés dans des zones un peu confinées où la température s'élève très fortement. Fort de tout ça, on comprend pourquoi on a précédemment dit qu'il y avait des caps à franchir, parce que finalement, plus qu'un cap, on considère qu'il y a au moins 4 obstacles majeurs pour une collectivité, pour une commune, et on voudrait faire un focus ici sur les écoles primaires, écoles maternelles, écoles élémentaires. Quelques chiffres juste de l'éducation nationale sur les écoles primaires, chiffres qui sont quand même assez significatifs. Lorsqu'on parle des écoles primaires, donc sous la responsabilité d'une commune, il y a 50 000 écoles sur le territoire national. 66% de ces écoles sont dans des communes de moins de 10 000 habitants. Alors, vous avez compris qu'une commune de moins de 10 000 habitants n'a pas les structures techniques pour suivre, envisager, mettre en œuvre des travaux, n'a pas les moyens financiers nécessairement pour pouvoir réaliser ces rénovations, et n'a pas non plus pour le maire de ces communes toute la disponibilité mentale, intellectuelle pour se concentrer que sur ce sujet au vu de l'immensité des tâches qui s'abattent sur les maires. Donc c'est un enjeu majeur, c'est aussi la raison pour laquelle on veut aborder maintenant avec l'ensemble du tour de table cette logique de l'accompagnement des collectivités
autour de ces caps à franchir, enjeux financiers, méthodologiques, techniques et enjeux de formation. Je vais donc me tourner vers Samy dans un premier temps. Est-ce que, du coup, Samy, tu pourrais nous repréciser un tout petit peu le rôle d'Acté dans ce cadre des écoles, de l'accompagnement, de la montée en compétences? Que propose Acté aux communes, et en particulier en gardant présent à l'esprit les moyennes ou petites communes qui, parfois, ont des défis majeurs à surmonter? Merci pour cette question. Effectivement, donc, comme je le disais en préambule, le programme Acté existe depuis 2019. C'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et a eu 3 prolongations successives. On avait un premier programme doté de 10 millions d'euros à destination des collectivités territoriales qui a été prolongé à nouveau sur un programme qui s'appelait Acté 2 doté de 110 millions d'euros. Et nous avons une troisième prolongation de ce programme-là qui s'appelle Acté Plus et qui dispose à l'heure actuelle de 220 millions d'euros. Si je devais résumer le programme Acté, il s'entoure de 3 piliers, grosso modo. Le premier pilier, c'est le financement auprès des collectivités territoriales. On va financer des outils d'aide à la décision pour permettre aux collectivités territoriales de mettre en œuvre des projets de rénovation énergétique performantes. Ce financement se tourne autour de plusieurs programmes, plusieurs lots. Donc on va financer notamment des ressources humaines, des économes de flux. Je pense que Bénédicte tout à l'heure pourra en dire quelques mots. On finance également des outils de suivi de consommation énergétique. Ça, de la même façon, on pourra détailler quel est l'enjeu de suivre les consommations énergétiques. On finance des études techniques, les audits énergétiques. Ça, c'est un point qui est majeur pour justement diagnostiquer les consommations énergétiques, notamment des bâtiments scolaires ou des écoles. Et on va financer également des études de maîtrise d'œuvre dans le cadre de rénovation. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sur lequel s'est construit le programme Acté, c'est la production de ressources. Production de ressources à destination des collectivités territoriales pour les outiller et leur permettre de lancer les marchés adéquats de prestations intellectuelles ou de marchés de maîtrise d'œuvre. Et donc, on a des cahiers des charges types pour lancer un audit énergétique. On a un guide méthodologique pour prendre en compte notamment le confort d'été, vous l'avez évoqué, ou la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Donc on finance des économes de flux. On a financé plus de 500 économes de flux au sein des collectivités territoriales. Et on assure la montée en compétences régulière de ces économes de flux sur les enjeux financiers, les enjeux techniques, les enjeux organisationnels et méthodologiques. Et juste, Samy, peut-être, l'expression économe de flux, peut-être ne parle-t-elle pas à tout le monde? Est-ce qu'on peut préciser, et du coup peut-être Bénédicte peut préciser le rôle des économes de flux avant que tu puisses poursuivre sur le troisième pilier? Effectivement, alors, il y a 2 styles de postes, parce qu'économe de flux, ça veut dire que c'est financé par Acté, très clairement. Nous, en ALEC, on appelle ça les conseillers en énergie partagée. Le principe d'un conseiller en énergie partagée, c'est d'accompagner les collectivités sur leur stratégie patrimoniale, en fait. C'est le suivi de leur consommation, les aider à optimiser leur consommation. Ça peut aller jusqu'à de la rénovation énergétique des bâtiments quand effectivement c'est nécessaire, mais parfois on se rend compte qu'il faut parfois simplement aider à améliorer les usages. C'est pour ça qu'effectivement le suivi des consommations est essentiel. Parfois, effectivement, il faut tout changer. Parfois, on peut améliorer. Parfois, donc en fait, le métier, ça veut dire déjà répertorier le patrimoine. Répertorier ce qu'il y a comme bâtiment. En fait, c'est pas que les écoles, c'est globalement le patrimoine des communes. Ça va ensuite être analyser leurs factures, analyser leurs consommations, voir si les factures correspondent à la réalité des consommations, parce que parfois ça peut aussi être un élément, parce qu'encore une fois, quand une collectivité s'intéresse à son patrimoine, c'est pas que sous un angle environnemental, on ne va pas se mentir, il y a aussi un enjeu financier, faire des économies, ce sont les deux. Et donc effectivement, ensuite, c'est arriver à proposer des solutions sur la base de cette analyse, de ce diagnostic du patrimoine. Comment, ici, il faut rénover, ici, vous pouvez optimiser, etc. C'est ça le rôle d'un économe de flux ou d'un conseiller en énergie partagée. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, on comprend effectivement l'action et le rôle clé de ces économes de flux auprès des collectivités. Et donc, Samy, si tu veux poursuivre sur l'action que Acté peut apporter en accompagnement.
Oui, effectivement, comme je le disais, on permet également cette montée en compétence de ces économes de flux. Et je me permets de prendre également quelques chiffres. Donc on accompagne les collectivités territoriales depuis 2019. Et donc de facto, tout naturellement, on a accompagné les collectivités territoriales sur leur patrimoine. Et un chiffre qui est clé également, c'est que 50% de la surface des collectivités territoriales touche au bâti scolaire. Alors pas seulement les écoles primaires ou maternelles, mais les collèges et les lycées. Et donc de facto, depuis 2019, on accompagne et on outille les collectivités territoriales sur ces enjeux-là. Et donc tout naturellement, en 2023, lorsque un certain nombre de partenaires, et notamment le gouvernement ou la Banque des territoires, ont lancé un vaste programme de rénovation énergétique de cette cible-là, c'est tout naturellement que nous sommes associés à la Banque des territoires pour venir bonifier les actions qui touchent au bâti scolaire. Donc on vient bonifier un certain nombre d'actions à travers une enveloppe financière supplémentaire abondée par la Banque des territoires. On vient donc bonifier les postes d'économes de flux. Donc on octroie un financement complémentaire. Les études techniques également, on va octroyer un financement complémentaire sur les audits énergétiques ou encore sur les études de maîtrise d'œuvre. Merci beaucoup, Samy, pour ces différents éléments que tu évoquais. Du coup, Bénédicte, je vois que tu étais prête à prendre la parole. Donc, du coup, je vais te donner la parole. Mais peut-être, alors, à moins que tu veuilles apporter une précision, mais j'avais une petite question, notamment sur le rôle des ALEC, plus globalement, sur la notion de l'accompagnement. Alors, tu en as parlé avec la logique liant les économes de flux avec l'action des ALEC, mais peux-tu nous apporter quelques éléments complémentaires, sauf si tu souhaitais avant rebondir sur ce que venait de dire Samy? C'était dans la cohérence. Effectivement, les agences locales de l'énergie et du climat, en fait, sont des structures qui ont été créées par les collectivités. La première caractéristique, alors la plus ancienne date de 1995. Donc on est présente dans les territoires depuis longtemps. Et l'idée d'une agence locale de l'énergie et du climat, c'est que, pour être très clair, les collectivités peuvent généralement pas toutes avoir leur chargé de mission qui suit la question du patrimoine énergétique. C'est trop lourd à porter. Sinon, on n'a pas les moyens d'avoir son expertise, sachant que c'est pas le seul sujet énergie et climat. Vous avez la question du patrimoine scolaire, mais vous avez aussi la question du patrimoine privé. Donc en fait, les ALEC, c'est l'idée d'un instrument mutualisé à l'échelle de plusieurs EPCI. Aujourd'hui, il y en a 39 en France qui n'ont pas les mêmes missions, parce que c'est vraiment les collectivités qui choisissent et qui déterminent leurs missions en fonction des besoins du territoire. C'est vraiment les besoins qui remontent du territoire. Et la dernière caractéristique, me semble-t-il, et c'est l'un des sujets, pour moi, vraiment un défi, c'est que la question du suivi du patrimoine, en fait, c'était quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Nos ALEC sont, quand je dis que la première date de 1995, je vous rassure, elle existe toujours. C'est vraiment un suivi dans la durée. J'ai pris un exemple à Nancy, grand territoire, où il y a une ALEC. Elle suit le patrimoine énergétique de 70 communes. Pas que les écoles, mais globalement, ça fait 230 000 mètres carrés de patrimoine public dont elle assure le suivi. Et en fait, ce suivi, ça s'inscrit dans la durée. En fait, on commence le diagnostic et on améliore chaque année un peu mieux, etc. Et en fait, au bout du compte, elle a réussi à permettre 740 000 € d'économie par an sur l'ensemble de ce patrimoine par an depuis 2012. Mais encore une fois, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un travail dans la durée. J'aimerais pouvoir dire, il y a une recette magique, ça se fait d'un coup, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça s'inscrit dans la durée. Et encore une fois, s'agissant des écoles, l'Agence du climat de l'Eurométropole de Strasbourg a commencé ce travail de façon récente. L'un de ses premiers chantiers a été d'établir la réalité du terrain, la réalité de dans quel état sont les écoles et en fait quelle est leur performance. Et en fait, elle a effectivement constaté que 46% des écoles étaient dans un mauvais état de performance ou dans un très mauvais état. Donc le chantier est immense. Et ça, c'est un constat qu'elle a fait. Mais effectivement, la première mission, c'est de faire ce diagnostic pour inscrire des actions dans la durée. Merci beaucoup pour ces précisions. On rappelle aussi que la gestion du patrimoine scolaire est stratifiée, puisque les communes ont la responsabilité des écoles primaires, donc écoles élémentaires, écoles maternelles, donc sous l'égide de la commune. Le département gère les collèges et la région gère les lycées. Donc en plus, ce n'est pas forcément complètement évident quand on parle de collectivité territoriale et de gérer les bâtiments et leur rénovation et leur adaptation et leur financement et leur suivi. Donc tous ces éléments, effectivement, sont
concourant à une nécessité de stratégie pour franchir un cap. Si on revient sur Samy et Bénédicte, et là si on va sur un sujet un tout petit peu plus technique, puisqu'on a vu ce que vous faites dans l'accompagnement, il y a un point sur lequel vous souhaitez insister, c'est pas seulement faire des travaux de rénovation énergétique, puisque là c'est le sujet, hein, donc pas seulement faire des travaux, mais vous insistez beaucoup sur le suivi des performances à l'issue des travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous considérez que c'est extrêmement important de ne pas s'arrêter à la réception des travaux de rénovation ? Très bien, merci pour cette question. Donc peut-être qu'avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, il est important d'avoir un bon diagnostic de son patrimoine. Et donc il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir ces éléments de diagnostic, et notamment les schémas directeurs immobiliers de l'énergie, qui participent à établir un diagnostic du patrimoine. Une fois qu'on a ces éléments de diagnostic qui nous permettent de cibler directement les bâtiments les plus énergivores, il faut pouvoir avoir la capacité d'internaliser la compétence au sein de la collectivité territoriale pour mener à bien des projets de rénovation. Donc on l'a parlé des économes de flux ou des conseillers en énergie partagée. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut être amené à réaliser des travaux de rénovation énergétique, mais il peut y avoir des dérives dans ces travaux de rénovation énergétique. On a eu quelques cas de projets qui ont été rénovés et qui n'ont pas été suivis. Et ce qui est intéressant pour la collectivité territoriale, c'est de s'assurer de la pertinence de son investissement. Et pour s'assurer de la pertinence de son investissement, il faut pouvoir suivre les consommations énergétiques de l'état initial à l'état final et s'assurer qu'on a bien des économies d'énergie qui sont générées et du coup une baisse des charges de fonctionnement. Merci Samy pour cette explication. Bénédicte ? Effectivement, je pense que le diagnostic en amont, mais de façon globale, l'accompagnement des collectivités, c'est, on le sait, un maire, quand il se dit il faut que je rénove mon école parce que les élèves ont chaud ou ont froid, les deux, c'est bien le sujet aussi de cette table ronde, globalement, il ne sait pas par où commencer. C'est là où nous, on apporte une expertise pour essayer de le guider sur c'est quoi les étapes, à cette étape, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut être attentif, quelles sont vos possibilités, quelles sont les possibilités de financement, quelles sont les possibilités. Ah, vous avez dit devis. Moi, ma recommandation sur un plan technique, c'est que le devis, il est celui-là. C'est vraiment aussi l'idée d'avoir un accompagnement neutre, indépendant, pour permettre aux collectivités de bénéficier de cette expertise technique qui leur fait défaut. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi on insiste beaucoup sur la question du suivi, c'est qu'effectivement, je vais vous prendre un exemple. J'ai face à moi l'idée d'une école, donc c'est dans le 22, où potentiellement, avant le programme, elle était à 250 000 kWh de consommation par an, et potentiellement, après travaux, elle était à 75 000 kWh par an. Mais en fait, ce qui est une réduction énorme. Mais pour que ça marche, ça implique que les usages soient au rendez-vous. Si d'un coup, vous vous mettez à chauffer, vous dites « Ah, c'est bon, je peux réduire mes dépenses », pour être très clair, du coup, je peux remonter le chauffage, ça n'a pas de sens. En fait, il faut vraiment un accompagnement sur les usages. Dans les écoles, c'est aussi l'importance d'avoir une concertation pour bien comprendre les usages et faire en sorte qu'on puisse accompagner un comportement dans la durée de ces usages pour que les travaux ne soient pas déceptifs. Il faut oui, on peut faire des travaux, mais si ensuite c'est pas le bon terme, mais si on fait n'importe quoi, d'un coup, de fait, ça marche pas. Et encore une fois, c'est un accompagnement à la sobriété, c'est un accompagnement aux usages, et c'est aussi l'importance d'avoir associé les usagers, professeurs, élèves, parents d'élèves, en amont du projet pour que les usages et les travaux soient compatibles à une version sobre après travaux. Merci pour ces précisions importantes. Et en fait, que vous ayez une maison ou un appartement, tout ce qui vient d'être dit ici sur la rénovation des écoles s'applique à l'échelle personnelle et individuelle. On parle beaucoup de l'effet rebond, c'est qu'une fois que les travaux ont été faits, on fait moins attention à ses dépenses, à ses consommations, à la température intérieure. Enfin bon, voilà, on devient un peu négligent. Et les usages et les usagers ont un rôle majeur aussi à jouer. Donc ce n'est pas que de la technologie, il y a aussi de la méthodologie. D'ailleurs, sur la technologie, on est à Batimat, il y en a à foison des technologies. Le point majeur, c'est pas quelle est la technologie la meilleure à utiliser, c'est comment orchestrer, organiser et mettre en œuvre une vision globale de l'action de rénovation, autant pour l'hiver que pour l'été. On y reviendra dans la deuxième partie de notre échange. Et comment intégrer les usagers à cette démarche. Merci de nous avoir précisé ces éléments. Du coup, on parle
de vision globale, on parle d'intégrer les usagers, on parle de sensibiliser, on parle de formation. On a des jeunes qui sont présents ici au Salon Batimat, qui sont intéressés par les métiers du bâtiment. Franck, par rapport à l'action du 3CABTP vers l'apprentissage du bâtiment, du CAP au Bac+5, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de ces formations? Est-ce que les jeunes qui sortent avec des diplômes et qui ont travaillé sur un axe métier ont vraiment aujourd'hui une vision globale de ces actions de rénovation, des impacts hiver, été, des impacts sur les usagers? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et y aurait-il encore des perspectives de progrès sur ces sujets-là? Alors, merci Jean-Luc. Alors, avant de répondre à ta question, je voulais préciser aussi que par école, on entend aussi et on doit entendre aussi les centres de formation par apprentissage. Et ils ne rentrent pas dans le schéma initial. Pourtant, ils représentent aujourd'hui près de 10 millions de mètres carrés et 1300 établissements sur l'ensemble du territoire. Et donc ça, c'est un élément à ne pas oublier. C'est la strate supplémentaire à rajouter après les collèges et les lycées. Exactement, parce qu'en fait, quand j'évoquais tout à l'heure rapidement que ces 1300 établissements regroupent à peu près 105 000 jeunes, il y a près de 30% de ces jeunes qui sortent chaque année sur le marché du travail. Et donc sur ces 105 000 jeunes, ils sont à 70% dans des entreprises de moins de 20 salariés. Donc ça veut dire qu'ils vont impacter fortement les us et coutumes des entreprises qui vont être à la manœuvre sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, il y a un élément important, c'est de prendre en considération que ces jeunes doivent, au travers de la rénovation du bâti, donc de leur CFA, et donc pour le coup, le 3CABTP va engager une démarche assez conséquente avec des investissements stratégiques pour engager quelques dizaines de millions d'euros pour accompagner sur les 3 prochaines années la rénovation lourde et globale des organismes de formation, eh bien, doivent être des chantiers écoles. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la rénovation, il faut acculturer et nous devons passer de l'ère des moyens à l'ère des résultats. Et donc, on le voyait hier Jean-Luc, dans les travaux qui nous réunissent par ailleurs, que nous devons nous engager sur des résultats concrets pour transformer et pour s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Et donc, pour répondre à ta question, les jeunes aujourd'hui qui passent par les centres de formation eh bien, sont dans des entreprises, sont à 70% dans des entreprises de moins de 10 salariés, ou tout un peu plus. Et c'est un élément important, c'est de les rendre co-acteurs. On sait aujourd'hui que avec les nouvelles techniques d'apprentissage, eh bien, cela se fait principalement de pair à pair. Et donc, par porosité, la graine que l'on va planter dans les apprentis aujourd'hui et les apprenants au sens large, que ce soit dans les écoles ou dans les centres de formation par apprentissage, eh bien, va se répercuter auprès de leurs amis, auprès des entreprises formatrices, auprès des entreprises tout court, qui sont à la manœuvre et qui seront encore plus à la manœuvre sur justement cette meilleure isolation adaptée aux usages. Et c'est bien le maître mot aujourd'hui. Très bien, ça veut dire aussi du coup un rôle un peu d'ambassadeur de cette rénovation. Totalement. Voilà, porté par ces jeunes apprentis. Donc c'est pas juste être apprenti du bâtiment pour porter les sacs de ciment, les sacs de plâtre et les pots de peinture. Il y a vraiment une mission aussi finalement sociétale que vous souhaitez transmettre à travers la formation des apprentis à l'ensemble de ces jeunes. Oui, il y a vraiment une mission sociétale et pour le coup, ça fait écho à des travaux que nous avons pu mener avec le Cercle Promodule sur la sensibilisation de ces jeunes parce que, rappelons-le, en 2030, 50% de la population active sera issue de la génération Z et Alpha. Donc ce sont des jeunes qui sont sur les bancs de l'école, qui viennent à peine de rentrer sur le marché du travail. Et donc nous aujourd'hui, nous avons quelques centres de formation emblématiques comme les BTP CFA d'Occitanie qui sont engagés dans une démarche apprenante, tout comme les BTP CFA de Grand Est. Merci beaucoup. Lila, je vais me tourner vers toi. Pour l'instant, on ne t'a pas beaucoup entendu, mais tu joues un rôle majeur. Tu as le nerf de la guerre. L'argent, en fait, c'est toi. Dis-moi, c'est la Banque des Territoires. Donc, financer la rénovation énergétique des écoles. Oui, quand je dis c'est toi, c'est à travers la Banque des Territoires, bien entendu. Donc, financer la rénovation énergétique des écoles à travers un programme, le programme EduRénov. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Comment vous vous projetez, non pas juste pour dire vous avez besoin d'argent pour faire vos travaux, on vous le donne. Mais comment vous vous êtes inscrit dans une démarche finalement très vertueuse
de dire on vous le donne, mais à condition que. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette introduction. En effet, hein, et on a une grosse mission qui nous oblige, hein, qui est d'apporter des financements aux collectivités, de les aider, de débloquer des situations. Et en effet, notre mission première à la Caisse des dépôts, et c'est même notre raison d'être, c'est d'investir, c'est d'interagir avec les collectivités sur des sujets d'intérêt général sur lesquels le privé ne va pas forcément. Voilà, c'est donc dans ce sens-là qu'EduRénov a été impulsé par la Banque des Territoires dans le cadre du plan école. Donc EduRénov est une brique du plan école, au même titre que le programme acté, me semble-t-il. Et bien nous, on a eu cette mission d'intervenir principalement sur la phase de financement de travaux, puisque la Banque des Territoires propose des financements en prêt, essentiellement, mais aussi en termes d'accompagnement à avant. Donc en termes d'audit et de connaissance finalement du bâtiment, on a été aussi sollicité dessus pour faire évoluer le programme et proposer également des offres et des accompagnements là-dessus. Donc c'est aussi le sens de notre partenariat avec Acté et plus récemment aussi avec la Fédération FLAB. Alors on l'a dit, hein, le programme EduRénov, c'est un programme qui a cette volonté d'embrasser toutes les phases de rénovation d'un projet. On parle vraiment d'une prise en charge de bout en bout. Donc on a souvent des interactions avec les collectivités qui nous sollicitent parce qu'elles souhaitent rénover leur bâtiment scolaire mais ne savent pas par quoi commencer. Donc ça, c'est des messages qu'on en reçoit souvent. Donc très formellement, opérationnellement, nous avons des équipes qui reçoivent quotidiennement des mails et des messages des collectivités territoriales et qui sont, et ça c'est notre sentiment assez profond, qui sont complètement perdus. Parfois même assez désespérées par toute la charge qu'elles ont à supporter, en plus des autres sujets, comme tu le disais Bénédicte, qui sont de leur responsabilité. Et en fait, c'est assez criant chez les collectivités. Ce n'est pas un manque de volonté politique, ce n'est pas un manque de conscience, hein, que dans les classes il fait chaud et il fait froid, et ce n'est pas confortable pour tout le monde. C'est véritablement une absence de réponse et finalement de guide qui soit vraiment accompagnant et aidant. Donc c'est là-dedans en fait que le programme EduRénov s'insère et tu le disais, hein, c'est une très très forte responsabilité que nous avons et on n'est pas les seuls à la porter puisque nous sommes entourés de partenaires et c'est tout le sens du programme EduRénov. On y tient beaucoup. On fait des choses, mais les partenaires extrêmement engagés sont aussi en capacité d'apporter leurs connaissances, ce qu'ils font déjà. Et donc, en termes de bilan, à ce jour, nous avons accompagné près de 2600 projets. Donc, un accompagnement avec tous les niveaux de maturité, que ce soit en effet via nos copains d'Acté qui font énormément pour les collectivités sur cette phase amont, qu'en matière de financement et donc concrétisation des travaux. Et donc, lorsqu'on annonce le chiffre de 2615, de 2616, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on n'a pas présélectionné ces collectivités en leur disant vous pouvez bénéficier du programme EduRénov dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça vous pouvez le dire aussi aux collectivités que vous accompagnez, puisqu'il s'agit finalement de votre clientèle, hein, les collectivités sont vos clients, ils peuvent parfaitement être le 2619e, le 2620e collectivité à être accompagnée. C'est vraiment ça aussi la force, il me semble, du programme, c'est qu'on peut en accompagner autant que nécessaire. Très bien, et après pour être concret, est-ce qu'il y a quelques exemples de réalisations que tu souhaiterais nous partager oui, tout parmi à fait. ceux qui ont été menés ces derniers temps? Alors effectivement, il y a peut-être la slide d'après, ce sont deux projets qu'on aime beaucoup dans l'équipe, dont on aime bien parler. Donc, ça a été le premier projet accompagné par le programme EduRénov et compris en financement. Donc il y a un prêt qui a été octroyé à la ville de Villetaneuse. Donc il s'agit de l'école maternelle Jacqueline Quatremer qui a bénéficié donc d'une rénovation et extension. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment on peut aussi s'adapter, comment il faut aussi le faire sur le territoire. La ville de Villetaneuse a connu un nombre d'élèves et sûrement d'habitants croissant sur la période depuis 2020. Et donc, ils ont eu besoin d'étendre les murs de la classe et d'accueillir de manière encore plus confortable les écoliers, donc les élèves, mais aussi les enseignants. Et donc, ils ont souhaité agrandir l'école, en profiter pour en faire un lieu plus confortable. Donc, il s'agissait d'une rénovation-extension. Ils ont innové aussi avec cette attention particulière au puits de lumière.
il n'est pas question en fait d'enfermer les élèves, les enseignants dans un bloc de murs qui soit bien isolé, mais qui ne soit absolument pas confortable au regard et puis au temps passé dans la classe. Donc voilà, ils ont eu cette réflexion. Un raccordement aussi au réseau de chaleur de géothermie. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'on a dû donc étendre le prêt, donc rajouter des financements supplémentaires parce qu'il y a eu cette volonté donc de raccordement au réseau de chaleur. Donc voilà, donc c'est un objet aussi qui est exemplaire. Puisqu'ils sont attachés à utiliser des matériaux qui soient le plus faible, qui ont un impact le plus faible possible sur l'environnement. Donc ça a été une volonté politique du maire. Et puis un certain nombre de végétalisations aussi qui complètent, que ce soit pour le confort et puis le visuel également. Cet exemple est intéressant parmi d'autres. La commune n'a que 13 000 habitants, donc ce n'est pas des grandes communes, malgré tout, même si elles font partie de communautés d'agglomérations ou de communes. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'exemple, c'est que c'est le bâtiment, mais aussi son environnement. C'est un sujet dont on va parler tout à l'heure un peu par rapport à la logique du confort été. C'est que là, on parle de la végétalisation de la cour, végétalisation des toitures. Il y a l'environnement du bâtiment qui est aussi à prendre en considération dans ces logiques. Et tu as un autre exemple qu'on pourrait commenter rapidement. Rapidement, le projet de Palaiso que vous connaissez peut-être dans le public, puisqu'il a eu cette particularité donc, à la fois de réaliser des rénovations hors site, et d'utiliser donc cette méthode d'énergie sponge qui a été expérimentée sur cette école, mais sur 6 autres de la collectivité. Donc là encore, on a cette innovation financière, en tout cas en termes d'énergie sponge, mais aussi d'engagement en termes de performance énergétique, qui est plutôt vertueuse. En tout cas, c'est aussi un message que nous, on porte. Et puis, la remise en norme totale de ces bâtiments qui sont en fait un lieu de vie. C'est comme on disait dans d'autres thématiques, c'est un peu la deuxième maison des élèves et des enseignants. Donc, il doit être le plus exemplaire possible. Et en fait, ça répond aussi, en réalité, ça s'inscrit dans ce triptyque qu'on défend sur le programme EduRénov'. On a des financements, évidemment. Nous avons des études amont aussi. Et nous avons de la documentation et de la valorisation d'exemples comme celui-ci qui nous paraissent exemplaires, qui puissent donner envie aux autres de se lancer, qui puissent rassurer aussi peut-être les élus sur la faisabilité, sur le financement. Et donc ça, on y croit beaucoup sur le pair à pair et le retour d'expérience. Donc c'est aussi quelque chose qu'on reçoit de nos partenaires. Ce ne sont pas forcément des projets qu'on aura financés, non, à la Banque des Territoires. Ça peut être des retours d'expérience qui aura été réalisés peut-être là encore par vous, par vos soins, auprès de vos clients et qui sont, de notre point de vue et du point de vue collectif, intéressants pour être représentés. Merci pour vos commentaires et vos réponses à la question posée sur cette première partie. On avait démarré avec la thématique, comment franchir le cap, comment passer le cap. On a vu qu'effectivement, il pouvait y avoir des obstacles divers et variés. Il pouvait y avoir des courants qui parfois empêchaient le navire d'aller dans le sens où on souhaitait le faire aller. Et c'est une mobilisation ici qu'on a souhaité représenter pour dire il y a plusieurs acteurs qui sont nécessairement concernés et que ce n'est que par un travail collaboratif et non segmenté ou siloté, qui est une trop grande faiblesse du monde du bâtiment, de pouvoir réussir à franchir le cap. Du coup, ça nous amène à, pendant les quelques minutes qui nous restent, à aborder la deuxième partie. Et là, je vais passer l'animation à Lila sur spécifiquement la logique du confort été, où tu vas nous expliquer le contexte, les enjeux, mais aussi pourquoi finalement la Banque des Territoires, d'un seul coup, s'est dit ce confort été dans la rénovation, ce serait une erreur de ne pas l'intégrer. Alors, et là, je te laisse animer, poser les questions. Sur le contexte, je pense que nous le partageons. Ça donne aussi en fait l'explication pourquoi nous avons souhaité faire ce focus lors de cette table ronde. En fait, on se rappelle tous des articles de presse qui, à l'approche du mois de juin, voire même beaucoup plus tôt dans l'année, alertent sur des trop fortes chaleurs dans les classes, des temps de canicule qui sont assez insupportables pour les élèves et les enseignants. Et puis, on a aussi certaines collectivités qui s'adaptent. Donc ça, on le voit beaucoup, y compris à l'occasion d'épreuves de bac ou de brevet. Donc on voit des bouteilles d'eau distribuées, de l'aération un peu mécanique qui a été faite, mobilisée un temps. Donc on voit comment les collectivités, lorsque le moment arrive, s'adaptent.
Et nous, ce qu'on dit aussi, que s'adapter, c'est différent que d'adapter. Et qu'on peut bien, effectivement, s'assurer qu'il y a ces bouteilles d'eau qui soient distribuées, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on doit aussi beaucoup plus à nos élèves et aux enseignants que d'agir dans l'urgence. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre sur le devant de la scène, en tout cas sur le sujet principal, qui est aussi d'adapter le bâtiment et non pas simplement s'adapter à ce contexte qui est en fait assez présent très tôt. Donc voilà, c'est un sujet que nous avons surtout développé dans la charte de la rénovation, qui est ici, que nous avons distribué tout à fait récemment. Et donc cette charte, on l'a souhaitée avec nos partenaires, donc c'est toujours cette logique, avec le CEREM et le CSTB, pour qu'elle soit la plus précise possible techniquement et pour qu'elle soit le plus grand public. Et donc initialement, nous, nos travaux ont commencé sur la rénovation et donc sur l'isolation, sur l'enveloppe du bâtiment. Et au fur et à mesure de nos travaux, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on abordait cette question de l'isolation uniquement du point de vue hiver, à savoir envelopper le bâtiment pour pas que les élèves aient froid, et que cette question n'était pas forcément traitée. Donc on a été rappelé, on a été interpellé, on a été aussi pas mal accompagné sur cette thématique-là par nos partenaires, pour aussi envisager ce temps-là pour adapter les écoles pour les temps de forte chaleur et pour ne pas reporter, comme ça a été le cas en 2019, il me semble, les épreuves de brevet pour raison de canicule. Voilà, pour pas qu'on en soit sur ce temps-là, on peut parfaitement l'anticiper. Donc ça c'est pour le contexte. Je me tourne vers nos invités. Samy Bénédicte. Samy d'abord. Est-ce que, c'est un sujet que tu connais par ailleurs, puisque tu connais bien les Outre-mer et le sud de la France particulièrement. Pour toi, comment les collectivités se saisissent du sujet ? Et est-ce que c'est quelque chose, une préoccupation qui est présente ? Et comment on peut s'adapter en fonction du territoire où on se trouve ? Oui, effectivement, c'est un sujet que je connais depuis quelques années maintenant. J'ai travaillé pendant quelques années en Polynésie française. Et donc, il y a déjà plus d'une dizaine d'années que les enjeux du confort thermique, et non pas du confort d'été, du confort thermique, puisqu'il fait chaud toute l'année dans ces territoires insulaires. Il y a des gros taux d'humidité. On peut frôler quasiment 90% de taux d'humidité. Et donc, les enjeux du confort thermique des usagers et des écoliers, des collégiens et des lycéens sont prises en compte depuis de très nombreuses années. Je vais vous donner juste deux petits exemples. Une commune de Tahiti qui s'appelle Punaoia s'est rapprochée de l'ADEME à l'époque pour justement se saisir de ces enjeux de confort thermique des écoles. Elle disposait dans son patrimoine de 7 écoles et régulièrement les enfants et les parents d'élèves se plaignaient du confort et de la température dans ces écoles qui nuisaient finalement à la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Et très rapidement, les parents d'élèves ont demandé à ce qu'on climatise. Donc on cherche une solution très technique. Cette solution de climatisation permet effectivement de répondre à ces enjeux-là, mais rejette de la chaleur. On parlait tout à l'heure d'îlots de chaleur, et donc finalement c'est une fausse bonne idée, la climatisation. Et donc à l'époque, du côté du territoire de la Polynésie française ou encore de l'ADEME, l'enjeu c'était justement d'accompagner au mieux la collectivité pour protéger, et justement ça a été évoqué tout à l'heure, protéger l'ouvrage du rayonnement solaire, les protections des baies vitrées, l'isolation de la toiture, mais également la teinte de la couleur de la toiture. Plus on va chercher une teinte qui est claire, plus on va rayonner et moins la chaleur va rester. La végétalisation des abords également, c'est une chose qui est importante. Donc ça c'est sur des enjeux de rénovation. Mais pour aller un peu plus loin, le territoire s'est doté d'une réflexion qui s'appelle Fareko. Donc Fare, c'est la maison polynésienne et Eco pour écologie. Et donc l'enjeu du programme Fareco, c'est de concevoir en bioclimatique, donc ce qu'on appelle la conception bioclimatique. Elle a quelques principes. Le premier principe, c'est de réfléchir le bâtiment dans son environnement et de prendre en compte les conditions climatiques de son environnement et notamment chercher à valoriser la ventilation naturelle. Donc on va chercher à implanter le bâtiment dans des couloirs venteux pour valoriser et chercher la ventilation naturelle, végétaliser les abords, protéger justement les baies, l'isolation, etc. Et donc chercher un refroidissement
de cette façon-là. Donc ça m'a fait doucement sourire lorsque effectivement ces enjeux-là sont arrivés en métropole, parce que lorsqu'on prend du recul et qu'on décentre, on se rend compte que ces enjeux de confort thermique, ça fait quelques années que les Outre-mer sont en réalité en avance. Et donc pour une fois, ils sont en avance, ils sont parfois un peu décriés des différents retards qu'elles peuvent avoir sur un certain nombre de politiques publiques. Et pour le coup, sur la rénovation énergétique des écoles ou des bâtiments publics, elles sont pour le coup en avance. Et je finirai peut-être sur un élément. Dernièrement, au sein du programme ACTE, on a eu une sollicitation de la communauté de communes Cœur de Savoie, qui a eu une livraison d'un bâtiment tout récent, en 2016 ou en 2017, qui n'avait pas pris en compte justement le confort thermique l'été. Et donc ils se sont retrouvés avec des usagers qui avaient trop chaud. Et donc on a dû financer à nouveau un audit énergétique pour justement chercher à trouver des solutions pour gérer ce confort thermique. Ce confort thermique, les outils et les solutions qui ont été mis en œuvre, c'est ce que j'ai indiqué, l'atteinte de la toiture, l'isolation de la toiture, la protection des baies. Et en fait, c'est des solutions qui existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années dans les départements d'outre-mer. Voilà pour ma part. Le message est bien passé. On a beaucoup à apprendre de nos voisins et de nos concitoyens outre-mer. Très clair. Sans transition, mais quand même, tu parlais beaucoup des usagers. Comment les ALEC intègrent cette thématique de l'usage? En quoi c'est important et comment on accompagne? De réflexion, parce que là j'allais abonder, je pense que l'exemple de la Savoie est très révélateur du fait qu'il faut vraiment penser à un projet global et que effectivement c'est aussi le sens d'être accompagné au départ pour avoir une perception d'ensemble. Il y a, moi, dans la version positive, c'est qu'on constate que les collectivités, effectivement, s'y intéressent de plus en plus, nous sollicitent de plus en plus. On a 2 ALEC qui ont vraiment des pôles climat et que la végétalisation des cours d'école en particulier est vraiment une thématique qui monte. En fait, c'est les premières personnes qui nous sollicitent pour mener des actions d'adaptation au changement climatique, c'est les écoles. Mais encore une fois, la logique, c'est d'avoir une vision globale. S'agissant des usagers, de réflexion, là encore, il y a toujours un besoin de sensibiliser parce qu'en fait, parfois, les gens ne mesurent pas qu'il y a des choses assez simples à faire. Nous, on organise des balades climatiques. Le principe des balades climatiques, c'est quand on se promène dans une ville, de constater ce que c'est un îlot de chaleur dans une ville et ce que ça fait comme différence quand il y a des arbres. C'est absolument ridicule, mais juste quand vous voyez la différence de température, c'est important. On sait aussi le faire dans des écoles, donc il y a vraiment un sujet de sensibilisation. Ensuite, globalement, effectivement, les cours d'école sont un sujet, vous le savez, je pense que vous avez tous été à l'école, vous avez tous vu que nous avons des cours en bitume, que les cours sont organisés d'une certaine manière. Et en fait, il y a parfois une prise de conscience à faire que végétaliser sa cour, mettre des copeaux de bois dans une cour, c'est pas forcément plus cher que de rénover du bitume, que ça apporte beaucoup, mais de fait, ça change l'organisation d'une cour de récré. Pour être très clair et très schématique, ça réduit parfois la taille du terrain de foot. Et du coup, il y a vraiment une concertation à mener avec les usagers. Effectivement, les ALEC arrivent à aider pour montrer, pour sensibiliser, à dire effectivement, vous voyez bien la différence et qu'en fait, on peut toujours trouver des solutions pour intégrer ça et que vraiment, c'est pas forcément plus cher. Mais encore une fois, 2 choses, il faut penser le projet de façon globale en l'intégrant, continuer à mener des actions de sensibilisation parce que vraiment on ne se rend pas compte à quel point on peut faire une différence avec des actions simples et que réellement elles ne sont pas forcément plus chères, même si parfois elles font peur pour des petits usagers. Donc les ALEC ont des solutions même pour les bottes salies pour mener des concertations, montrer qu'on peut arriver à organiser la cour, montrer que pour que ça fonctionne. Et effectivement, ça vaut aussi les toitures, ça fait moins peur que les cours de récré, mais c'est plus cher. En revanche, la cour de récré, c'est vraiment important et tout réside dans la concertation entre les élèves, les enseignants et montrer qu'on arrive à rendre les usages compatibles et que vraiment, parfois un petit rien, pas forcément très cher, intégré au bon moment, ça fait une grande différence. Très bien, merci beaucoup Bénédicte. Donc de la concertation et tenir compte des besoins des usagers. Pour les formations, qu'est-ce qu'on peut apporter étant donné qu'on est à la fois usager lorsqu'on étudie dans les CFA, dans les centres en question, et comment on peut former également les futurs décideurs ou les futurs effectivement responsables sur les questions? Alors moi je dirais qu'au-delà des sujets que je partage totalement, ne pas raisonner sur une rénovation à l'échelle du bâtiment mais à l'échelle du quartier,
pour moi, c'est l'élément de base. Travailler sur les usages avec la réversibilité des usages, bien évidemment, parce qu'un bâtiment doit se penser de la conception à la déconstruction. Et donc, tout au long de sa vie, on entendait hier l'adjoint au maire de Paris sur l'environnement, la transition écologique. Et bien, en fait, il évoquait ça. Une école ne doit pas rester qu'une école tout au long de sa vie. Donc il faut travailler sur ces enjeux-là et que le confort d'été est un élément important. Donc nous, ce que l'on préconise, ce que l'on pousse en termes de formation, eh bien, c'est un décloisonnement. C'est ne plus fonctionner, ne plus former par le prisme d'un métier. Mais c'est renforcer l'interopérabilité entre les métiers, renforcer, je dirais, pour parler un peu business, avec un langage commercial, c'est la notion de client et de fournisseur. C'est qu'en fait, à chacune des étapes, chacun est fournisseur et client du suivant et du précédent. Et donc, il faut avoir cette vision systémique qui doit nous permettre de raisonner à la fois sur le confort d'hiver et sur le confort d'été. Parce que les économies qui seront faites l'hiver, si elles ne sont pas bien pensées pour l'été, vous allez consommer vos économies l'été avec des climatisations. Donc, l'enjeu pour nous de la formation, c'est d'arriver à former des jeunes générations qui pensent usage, qui pensent finalité, qui pensent performance. Et donc la performance s'inscrit sur la durée. Ça s'inscrit sur la durée par rapport à... J'ai bien aimé votre propos tout à l'heure, c'est distinguer s'adapter et adapter. Eh bien, c'est véritablement travailler là-dessus et faire en sorte qu'on puisse prendre du champ par rapport aux évolutions futures. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus lutter contre le changement climatique, nous devons nous adapter. Et donc les formations doivent aussi s'adapter à l'évolution de notre relation avec notre environnement, que ce soit le bâtiment ou que ce soit l'environnement, le territoire. Merci beaucoup Franck. Jean-Luc, de ton côté, lorsqu'on avait préparé cette conférence, cette réunion, tu m'avais dit qu'il y avait un élément qui t'avait interpellé, c'était la question de la santé dans les classes, et que ça manquait aussi dans le débat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, au vu du temps qui nous reste, je vais essayer d'être assez bref sur cette question, mais qui est quand même une question importante. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Samy. On peut s'inspirer effectivement des territoires ultramarins et on peut se dire, mais on n'a ni les températures ni les taux d'humidité des territoires ultramarins sur la métropole. Une récente étude parue en juillet, faite par Oxfam, révèle un chiffre particulièrement impressionnant. 1,3 million d'enfants fréquentant les écoles maternelles pourraient être exposés en classe à une chaleur excédant 35 degrés d'ici 2030. 2030, c'est demain. Dans 5 ans et demi, en fait. 1,3 million d'enfants dans les écoles maternelles. Alors, santé, pourquoi? Justement parce que les enfants n'ont pas, évidemment, fini leur croissance et ils ont des problèmes de gestion de la thermorégulation. Ils montent très vite en température, ils n'arrivent pas à contrôler. Ça veut dire que parfois, les adultes présents dans le milieu scolaire ou en présence d'enfants peuvent sentir de la chaleur, mais les enfants peuvent être, eux, déjà avancés dans un état qui peut être relativement préoccupant. Donc c'est un point sur lequel on pense qu'il est important d'insister parce que dans les projets de rénovation, cette question-là doit être intégrée, assortie en fait à 3 autres éléments. On en a un petit peu parlé, mais la qualité de l'air intérieur. On a aussi besoin de garder aussi la qualité acoustique. Parce qu'on a besoin de s'entendre, mais s'il y a des bruits de raisonnement, s'il y a des bruits d'équipement, on a aussi besoin d'envisager ça. Et puis, on a besoin aussi de préserver l'accès à la lumière naturelle, tout en évitant le rayonnement solaire direct. Donc tout ça, c'est des enjeux qui montrent qu'il faut évidemment réfléchir de manière globale à cette thématique. Donc c'est ces éléments que je voulais partager. Et surtout, sur ce point-là, dire attention, il n'y a pas une solution unique, miraculeuse, qui permet de gérer le problème. Ce n'est qu'une transversalité, une vision globale et une interaction de différentes technologies, comportements, gestion, automatisation d'un certain nombre d'éléments qui pourra aider à répondre à cet aspect-là. Écoute, très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier tout le monde pour cette séquence. Alors, est-ce que tu voulais rajouter? Pardon?
On aurait le guide également, effectivement. Donc le guide, oui, le guide sur lequel on a travaillé collectivement. Et en effet, on a encore quelques petites minutes. Alors pourquoi ce guide? Pourquoi on l'a souhaité? Pourquoi on le fait avec vous, Cercle Pro Module, qui est en fait une mise à jour de guide sur lequel vous aviez déjà l'habitude de travailler, à savoir sur le confort d'été. Pourquoi vous avez accepté cette mission aussi de travailler particulièrement sur l'école? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce guide? Alors effectivement, le guide, on va vous le montrer avec prochainement, c'est comme les films, hein, prochainement sur vos écrans. Donc prochainement, dans la salle, il y a Emeline et Marlène, elles ont des petits tracts avec un petit QR code que vous pourrez donc emporter avec vous pour lorsque le guide va sortir. C'est une question de, allez, j'allais dire de quelques jours, quelques dizaines de jours, mais c'est pour bientôt. Hein. C'est pour bientôt. En tout cas, vous voyez, il est déjà bien élaboré. L'objectif du guide, c'est effectivement, à la demande de la Banque des Territoires qui nous a sollicité, de constituer un guide pour les collectivités territoriales avec la volonté d'intégrer le confort été en réflexion dans les questions de rénovation énergétique. Alors, à travers ce guide, je vous le montre ici rapidement, l'idée c'est d'arriver à brosser le contexte, le tableau, l'environnement, et c'est aussi d'essayer de manière didactique d'arriver à créer des typologies de bâtiments, donc comme vous le voyez ici, de façon à ce que les collectivités, en particulier les maires et les communes, se reconnaissent ou reconnaissent leurs bâtiments dans la typologie, et avec cette typologie, on liste un certain nombre de qualités que cette typologie peut présenter sur la question du confort été, un certain nombre d'inconvénients aussi, et donc un certain nombre de solutions. Et dans ces solutions, évidemment, sont des solutions qu'on met de manière générique, on ne donne pas des solutions de prescription de travaux, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de sensibiliser en amont et d'essayer effectivement de pouvoir se dire qu'une combinaison de plusieurs solutions permettent d'atteindre l'objectif. Je vais juste rappeler deux petites choses aussi importantes sur la question du confort été. Pour dire, attention, ce n'est pas parce qu'on fait de la rénovation hiver qu'on a géré le problème d'été. Parce que parfois on entend ça, on dit oh, on va isoler, on va traiter différents sujets, on va changer de générateur. Si on prend l'exemple, par exemple, des baies vitrées, l'hiver, on a besoin que les baies vitrées laissent passer le maximum de rayonnement solaire. Alors pourquoi? Un petit chiffre. En moyenne, au niveau du sol, la puissance du rayonnement solaire, c'est 1000 watts par mètre carré. Donc, eh bien, on est content l'hiver que par mètre carré de rayonnement solaire qui rentre dans le bâtiment, enfin dans la salle de classe, il y ait 1000 watts. Et vous avez compris que l'été, on est moins content qu'il y ait 1000 watts qui rentrent. Et vous savez, 1 mètre carré, 5 mètres carrés, 6 mètres carrés de rayonnement solaire dans une salle le long des baies vitrées, c'est vite atteint. Et vous avez compris, 5 mètres carrés de rayonnement solaire dans une salle, c'est 5000 watts en plein été. Et 5000 watts, c'est 5 radiateurs électriques de 1000 watts qui dégagent de la chaleur en permanence. Il y a aussi des apports internes. Le corps humain dégage de la chaleur, les enfants dégagent de la chaleur. 25 enfants dans une classe, globalement, ça fait à peu près 3000 watts d'énergie qui est dégagée, une puissance de 3500 watts d'énergie qui est dégagée. Donc il y a besoin d'anticiper tous ces éléments et c'est l'objectif du guide pratique, d'essayer de sensibiliser, d'aider à réfléchir, surtout de montrer qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de tabou non plus, on doit pouvoir envisager tous les sujets et surtout par exemple, si on envisage de changer son système de chauffage, autant anticiper des systèmes de chauffage qui pourraient être réversibles, c'est-à-dire produire de la chaleur pendant l'hiver et aider au rafraîchissement pendant l'été en gardant l'usage de ce rafraîchissement pour les moments, par exemple, les plus critiques ou les périodes caniculaires, de façon à ce que le reste des solutions ait pu aider à gérer l'ensemble. Donc, prochainement, je vous promets, il est en relecture du groupe de travail, donc il y a quand même un groupe de travail d'une presque vingtaine de personnes, donc vous imaginez que ça va prendre un tout petit peu de temps. Mais voilà, on voulait vous le dire, il est fini. On sera content avec la Banque des Territoires et avec, dans le cas du programme EduRénov et des partenaires, d'aider à la diffusion de ce guide vers vous et vers les collectivités. Voilà ce que je voulais dire très vite pour qu'on reste dans le timing et conclure, Lila. Merci beaucoup en tout cas pour la confiance et l'opportunité que vous nous donnez au Cercle Pro Module de travailler avec vous sur la production de ce travail. Merci beaucoup Jean-Luc.
Écoutez, donc on va pouvoir donc clôturer. Merci encore, merci pour tout. Et on n'a plus qu'à se donner de belles perspectives pour la suite, puisque vraiment cette force de partenariale que nous portons, y compris avec vous qui êtes au contact aussi des collectivités, c'est précieux et c'est ça aussi qui permettra, on l'espère, de tenir cet élan national de transition énergétique. Merci.